DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. On commence par un homme heureux, 3 victoires d'affilée au Standard. Bonjour Frédéric Bleus. Salut. Il a refilé la crise à Christophe Franken. Salut Christophe. Salut, merci Fred. Et on les a séparés aujourd'hui parce qu'ils étaient passage, chacun d'un côté de la table. Bonjour François Garrido, bonjour Stéphane Lecaillon. Salut Jonathan. Bonjour tout le monde. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. 3 coups de sifflet et 1 et 2 et 3 victoires, Frédéric Bleus. Le Standard est-il prêt pour Bruges ? C'est ce qu'on verra dimanche. Et à mon avis, il y a pas mal de monde qui a hâte de voir s'ils sont prêts. On disait la semaine passée que l'enchaînement Saint-Tron-Bruges allait en dire un peu plus sur le niveau de cette équipe. Ils ont gagné à Saint-Tron, ça n'a pas toujours été simple, mais ils ont été efficaces. C'est la deuxième fois depuis le début de la saison qu'ils ont laissé finalement la possession à l'adversaire, ou qu'ils ont eu moins de possession. La première fois c'était contre Gand, ils étaient en infériorité numérique. C'est peut-être déjà un indice pour le match contre Bruges, mais ils ont au moins eu le mérite d'être efficaces. Et alors ce qui est assez particulier, c'est que le Standard a fait une grosse fin de mercato la semaine passée, et le coach a commencé avec aucun nouveau. Les nouveaux sont rentrés à partir de la 41e minute quand Lawson a remplacé Ngoy blessé, et il a fini finalement avec 5 de ces nouveaux joueurs. Donc ça veut dire que quelque part, on peut aussi le lire comme ça, les nouveaux ont installé une nouvelle concurrence, ce que le coach voulait au sein du groupe. Et une des premières victimes, c'est Renaud Aymon qui n'a même pas été repris dans le groupe des 18. En même temps, pour Renaud Aymon, on en a déjà beaucoup discuté. Christophe, c'était plus tenable non plus. Ouais, c'était vraiment, on sentait qu'ils attendaient n'importe qui et pour le mettre à sa place. Et voilà, les gens sont arrivés. Maintenant, lui, ce qu'il doit faire, c'est se taire, se travailler, et qui sait. Parce que les Peritiens, on n'a pas vu, donc il n'y a pas encore vraiment non plus quelqu'un où on s'est dit waouh, incroyable, c'est terminé Aymon. Donc qui sait, Aymon, il sera peut-être meilleur une fois en tant que joker. Ça peut même être un joker important, donc il ne faut pas l'enterrer non plus. Je crois qu'il peut se nourrir de tout ce qui s'est dit et écrit aussi bien dans la presse que dans les tribunes, que le mercato du Standard aussi. Donc voilà, le enterrons pas, lui, on pourrait en reparler d'ici la fin de saison. Mais en tout cas, clairement, il y a une nouvelle dynamique au Standard. Rappelons que c'est un phénix, Fred. Et c'est de cette manière-là qu'il avait rené de ses cendres. C'est en sortant du banc après des débuts compliqués, Sapinto qui ne lui faisait pas confiance, et puis il a réussi à enfiler les buts. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, et que le Standard trouve une dynamique avec cet enchaînement de 3 victoires. Alors 4 victoires de suite, c'était il n'y a pas si longtemps. J'anticipe déjà la question. Bravo. C'était en fin de la saison 2018-2019, à cheval sur la phase classique et le début des playoffs. Mais c'est pas la question que j'allais poser aux 3 autres personnes qui sont autour de la table. Savez-vous à quand remontait la dernière victoire du Standard à Saint-Tron, monsieur ? C'est 15 ans. Voilà, c'était 15 ans. Bravo. C'est une vraie bête noire. Donc c'est quand même quelque chose de marquant. On a vu l'Union avoir du mal. À titre d'exemple, à Saint-Tron, on sait que c'est compliqué là-bas. C'est quand même une équipe assez solide. En même temps, finalement, l'Union a quand même pris un point. Et Anderlecht a même gagné là-bas. Donc c'est leur dernier succès. C'est leur dernier succès le 14 août. Mais... Donc voilà, finalement Saint-Tron est une meilleure équipe cette année, plus encore que les années précédentes à l'extérieur. Paradoxalement, avec leur synthétique, je sais, mais l'équipe finalement a une meilleure tactique, ça convient mieux à l'extérieur. Et d'ailleurs, on voit le Standard a été malin. Saint-Tron est une équipe à réaction, et le Standard a dit non, c'est vous les grands maintenant, ambitieux. Nous, on vous laisse le ballon, et ça a très bien marché. Mais autant battre Courtrai au stand, c'était une bonne chose, mais voilà, c'était quand même attendu. Autant gagner à Saint-Tron, on l'a assez répété à Saint-Tron, combien c'est difficile pour le Standard. C'est quand même un match principautaire assez particulier. C'est le signe vraiment, pour moi, d'un progrès. Maintenant, c'est sûr que Bruges, c'est encore 2 marches plus haut. Il y a eu 3 acteurs principaux dans cette victoire. Encore une fois, Arnaud Baudard, qui a été régulier. Et on se répète, Selim Amala et Nicolas Raskin, finalement, les avoir conservés, c'est peut-être le meilleur recrutement du Standard.
Oui. Et D'avoir conservé ces deux-là dans cet état d'esprit-là. en fait, c'est ça, c'est les avoir conservés dans cet état d'esprit. Alors, Bodard sera encore un arrêt déterminant en fin de match. Amala est toujours aussi précieux dans la création, dans le côté technique, tout ce qu'il peut apporter. Et Raskin a retrouvé finalement ce qui fait sa force, le côté un peu chien de garde milieu qui va arracher des ballons, qui a été très précis dans son jeu de passe à Saint-Tron. Ça, c'est important à souligner. Et donc, ce sont deux joueurs, oui, qui peuvent, en plus, ils s'entendent très bien, ce sont deux joueurs qui peuvent apporter. Après, il faudra voir sur la durée, il faudra voir au fil de la saison comment leur situation personnelle va évoluer. Et on sait que ça va très vite au Standard. C'est tout feu, tout flamme maintenant. Si mi-octobre ou fin octobre, c'est un enchaînement de 3 défaites, on est reparti comme au mois d'août. Donc, il faut rester calme. Et c'est ça que j'allais dire, on parle d'une nouvelle dynamique, mais ici, ils jouent contre Bruges, puis Serein, c'est un match particulier, puis Charleroi. Finalement, peut-être qu'on va se dire dans 3 semaines, en fait, c'est la crise au Standard, ça ne va plus. Donc, ouais, tout va très vite, j'ai l'impression, et dans les deux sens. Ça reste un volcan. Ça reste le Standard, hein, sinon ce serait pas très drôle. Mais c'est vrai que finalement, ils ne sont qu'à 3 points de la 4e place, Christophe. Oui, ils sont dans les points, mais quand on regarde le classement, hormis les 3 premiers, on a l'impression que les 3 premiers sont partis, sont lancés, qu'on ne les reverra plus. Le reste, c'est hyper serré, quoi. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir à Jonathan, mais on a l'impression de revoir une mini Ligue 1, quoi, vraiment, où il y a, là, dans le rôle du PSG, il y a les 3 premiers qui sont les plus riches, et tous les autres, 2 matchs, et vous voyez, comme Lorient gagne 2 matchs de suite, bam, c'est l'équipe de l'année. On en perd 2, attention, on va descendre, etc. Et comme en France, où là c'est 4 descendants, ici ce sera 3, mais vraiment il y a un peu cette impression de se dire tout peut se passer dans le championnat, et il y a des surprises chaque week-end quasiment, donc oui, pour l'instant le Standard va bien. Comme on le disait, ça peut vite aller dans l'autre sens. Anderlecht est très loin, mais on se dit finalement encore rien n'est perdu. Et en même temps, on se dit ils sont tout près de la relégation. Enfin, c'est un championnat très bizarre, je trouve. Ce point dans notre championnat se marquait tout doucement depuis des années. Mais je trouve que cette année, c'est vraiment, sans doute parce qu'il y a 3 descendants et tout le monde a peur. Mais cette année, c'est vraiment fort. Stéphane, ils sont prêts pour Bruges, les Standardmen? Je pense qu'ils ont montré qu'ils sont prêts pour ça. On sait que ça va être difficile. Si on reste sur les années précédentes et les statistiques, ils se comportent souvent bien contre Bruges. Ouais. On sait qu'ils vont forcément être à 110% contre Bruges, qu'il n'y aura aucune baisse de concentration. Des Amala, des Raskin seront à leur meilleur niveau. Donc, je pense que oui, collectivement, ils sont prêts. Ce qui ne veut pas dire qu'ils gagneront, mais ils offriront une bonne résistance, je pense. François, tu les trouves prêts, toi? Oui, je les sens prêts, mais peut-être pas pour Bruges, peut-être, mais pas pour être régulier pendant toute la saison. J'ai vraiment l'impression que avec ses hauts et ses bas, j'ai pas l'impression qu'on va retrouver le Standard dans le haut du classement, même si sur un match contre un gros, ils peuvent clairement faire un gros résultat. Le souci, c'est que Bruges cette année s'est vraiment renforcé dans la largeur aussi. Et vraiment, on sent bien que pour l'instant, en tout cas, on peut pas dire que c'est un exemple. Il y a qu'un exemple. Évidemment, après Leverkusen, ils ont géré leur match à Serein comme des adultes. Serein, hein. Voilà, c'est vrai, c'était Serein, mais c'est un match vraiment embêtant. On sent bien qu'ils n'avaient pas envie d'aller jouer là-bas, que c'est vraiment pour eux, c'est une corvée. Et malgré ça, ils ont joué utile parce qu'il y avait plusieurs joueurs dans l'équipe qui devaient saisir leur chance, qui ne jouaient pas beaucoup. Ils savent que la Ligue des Champions, ça s'enchaîne très vite. Ils rejouent mercredi, ils ont envie de prendre leur chance. Et ça va être le cas à nouveau contre le Standard. Donc voilà, il y a vraiment un groupe là de 22 joueurs quasiment titulaires. Quand on regarde, j'ai compté 21 joueurs où on se dit... Oh, c'est difficile d'en faire un remplaçant. Il serait titulaire n'importe où ailleurs en Belgique. Déjà, et même à Bruges, on se dit, le gars, il est venu pour être titulaire c'est pas possible, évidemment, vous savez mieux que moi. Donc vraiment, c'est ça que je me dis que ça va être difficile parce que cette année, Bruges, c'est très très costaud. D'ailleurs, on voit bien qu'ils tiennent le rythme des deux autres, Antwerp, Genk, qui sont très riches aussi, mais eux qui n'ont pas la Coupe d'Europe. Ouais. Et on voit que pour l'instant, il n'y a pas de souci, on n'a pas l'impression que c'est vraiment à l'arrache. Parfois, Bruges souvent a gagné même à l'arrache la saison passée. Cette année, on sent qu'il y a vraiment une marge et que même parfois 20 bonnes minutes, ça suffit pour faire la différence dans certains matchs. Il faudra peut-être sans doute plus contre le Standard que 20 bonnes minutes, mais ils en sont capables. Fred, le mot de la fin, ils sont prêts? Pour Bruges, ils peuvent être prêts, comme dit Steph. En fait, c'est sur leur enthousiasme, la solidarité. D'abord, l'enthousiasme du public, la solidarité collective. Puis, il faut pas oublier que l'année passée, en 2022, mais en début d'année 2022, ils avaient fait un match nul contre Bruges et ils s'étaient appuyés sur toutes des valeurs d'unité, de solidarité, plus que des valeurs techniques. Et donc, c'est là-dessus qu'ils vont devoir travailler pour contrer Bruges. Donc, ils sont capables de prendre un point
Après, encore une fois, c'est sur la durée qu'on verra s'ils peuvent faire plus. Donc Fred nous annonce qu'ils sont capables de prendre un point. Naturellement, ce dossier sera ressorti la semaine prochaine quand on reviendra sur le match. On va passer en Anderlecht. Elle est là, la crise, Christophe. Ouais, et que faire Avant l'automne. pour en sortir? C'est vrai que le Sporting a pris un peu d'avance finalement. Il faut être honnête, on l'avait pas forcément senti venir vu le bon début de saison finalement. Oui, parce que justement, on parlait de Saint-Tron tout à l'heure. À ce moment-là, il y avait aussi les qualifs en Coupe d'Europe et tout. Et on a quand même sorti la stat qui est correcte, pure et dure, que Matsu a fait le meilleur début d'un entraîneur d'Anderlecht depuis au 21e siècle. Le dernier, c'était Anthony, c'est vraiment un cheval sur les 2 siècles. Et de se dire que un mois plus tard, c'est pas plus, c'est un mois plus tard, c'est la crise à Anderlecht, commence tout doucement à se dire est-ce que Matsu va tenir, est-ce qu'il va sauter, blablabla. Et les supporters réclament sa tête, certains, d'autres pas. Si on avait dit ça il y a un mois, personne ne l'aurait cru. Et en même temps, ils gagnaient leur match. On parlait de marge tout à l'heure pour Bruges. Anderlecht, c'était vraiment sans marge à chaque fois. Il devait s'arracher, c'était difficile. En Coupe d'Europe, on a vu, ça n'a jamais été simple. Ça a été quasi un miracle contre Berne, finalement. Et là, maintenant, ça a craqué une fois et on a l'impression que ça craque complètement. Maintenant, les joueurs, c'est un cercle vicieux. Il n'y a plus de confiance. Plus personne n'ose tenter. Il n'y a pas 10 000 solutions. Silva doit rester dans l'équipe. Il doit tout faire tout seul. Il veut tout faire tout seul et donc ça marche encore moins bien. Il y a des joueurs complètement à côté de leur pompe. Justement, c'est pas moi qui ai choisi. Wesley Hood qui arrive, pour ceux qui voient l'image, c'est quand même drôle. Au moment où je dis ça, Wesley Hood arrive derrière dans l'image. Et c'est clairement à lui que je pensais, vraiment totalement à côté de ses pompes, alors que c'est quand même un des plus gros salaires et un des plus expérimentés dans l'équipe. Donc, il n'y a rien qui va. Quoi, il y a 2 séquences marquantes quand même hier, ce qui s'est passé ce dimanche avec Wesley Hood. La première, c'était sur le terrain, quand il s'en prend ouvertement à Noah Sadiki. Il pourrait presque être son père pour caricaturer, mais c'était juste n'importe quoi. Et après, on l'a vu quand même aller au front devant les grilles de Nerped face à une 50aine de supporters vraiment mécontents. Il est adoré par les supporters, en tout cas par les ultras. Et on a l'impression que ça le protège un petit peu aussi. Parce que vraiment, il a son chant. Enfin, je veux dire, il crie Oud, Oud, Oud à chaque fois qu'il fait une intervention un peu musclée, etc. Il a un jeu qui peut plaire au public. Et c'est vrai qu'il peut être spectaculaire comme défenseur. En plus, il a une bonne patte gauche, il a une belle relance. Mais pour l'instant, vraiment, il mérite pas ça. Il mériterait des coups de sifflet. Pour moi, c'est le premier même qui doit être sifflé. Mais il plaît aux supporters. Il a les ultras derrière lui. On sait à quel point c'est important. C'est pas au Standard Men que je dois dire ça. Et donc, pour là, il a un peu un totem d'immunité. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il doit se sentir hors des critiques et croire que c'est pas de sa faute. C'est pas uniquement sa faute, évidemment, mais il doit vraiment se remettre en question parce que pour moi, c'est le plus mauvais défenseur des 3 d'Anderlecht pour l'instant. Vertonghen est arrivé et je sais que ça va être difficile de mettre Hood sur le banc, vu son salaire notamment. Mais à un moment, pour l'instant, Delcroix l'aurait un peu plus méritant quand même s'il ne fait pas une grande saison. Et pourquoi pas mettre Vertonghen dans l'axe, même si Vertonghen a dit qu'il voulait jouer sur le côté gauche. Mais il y a vraiment un vrai problème là. Et ça part dans plein de sens parce que beaucoup parlaient de soucis pour marquer, ce qui est vrai. Mais d'abord, c'est des soucis défensifs. Vraiment, ils ne savent pas bien défendre. Une occasion, c'est tout de suite dangereux. Van Krombrugge fait une très bonne saison. Heureusement pour Anderlecht, sinon ça pourrait être catastrophique. Ce qui est aussi révélateur, on peut quand même pas s'empêcher de penser que cette mauvaise série, Fred, elle a commencé au moment où Adrien Trebel s'est blessé. Mais voilà. En fait, c'est vraiment c'est dans le cœur du jeu, donc c'est vraiment ça qui est très difficile à gérer. Moi, ce que j'ai trouvé frappant hier, sur le premier but certainement, sur le deuxième, c'est une transition rapide, mais sur le premier but, c'est la largesse. Pas seulement en défense, mais même tout le bloc de l'équipe, les espaces qui sont laissés, une forme de passivité, on laisse aller. Et peut-être qu'un joueur comme Trebel, peut amener cet équilibre. Et manifestement, Felice Matsu ne trouve pas, pour le moment, la solution pour rééquilibrer son bloc. Oui, c'est vrai que Trebel, évidemment, manque beaucoup. Et pour moi, c'est plus global que ça. Trebel était l'incarnation de ce que Matsu aime. Oui, et c'est le football, voilà. C'était son Thomas. Ce qu'il aime, voilà. Non, mais même plus largement, il aime, pas uniquement tactiquement, mais il a besoin de joueurs morts de faim pour les mettre en condition. Ça a été le cas à Charleroi. Ça a été le cas à l'Union, n'en parlons pas évidemment, ou même des Undav, etc., des Van der Heyden, c'était que des joueurs revanchards. Et là, elle arrive dans... Trebel aussi est un joueur revanchard, c'est ça que ça marchait bien aussi. Mais tous les autres, c'est des joueurs qui voient Anderlecht comme un palier. Nous, on est des grandes stars, futures stars ou ex-futures stars comme Oud, on va dire que je m'acharne, mais qui a quand même joué en première ligue. Mais tous ces joueurs, à part certains, vraiment sont là pour ou se relancer ou pour lancer leur carrière plus haut. Et donc c'est vraiment un tout autre état d'esprit mentalement et c'est difficile de les sortir de ça et de leur dire, par exemple hier ils égalisent à Westerlo, à un moment on aurait presque pu dire que c'était miraculeux, ils jouaient bien à ce moment-là mais c'était vraiment pas mérité sur l'ensemble du match.
ils doivent au moins assurer. Une équipe un peu correcte, un peu intelligente doit se dire on assure, et qui sait si on sait aller mettre le deuxième, on va pas se priver. Mais ils ont attaqué dans la gueule du loup, l'air de dire on est Anderlecht, on va écraser Westerlo maintenant. Alors que si on avait vu tout le match, il y avait beaucoup de joueurs à Westerlo qui étaient encore très forts, de Kuiper, etc. Tous les joueurs qui sont arrivés du banc ont bien joué, les attaquants, les joueurs offensifs. D'ailleurs, le Néné, vraiment, quand on voit Chadli, Néné et Dirks, il y a un problème de luxe quasiment à Westerlo. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Mais et donc voilà, c'est une équipe qui est pas du tout intelligente. Et Mazzou les a protégés, mais je suis d'accord. J'espère qu'il les a démolis en interne parce que c'est vraiment une faute professionnelle. Parce qu'il y a eu une vraie différence d'analyse de la rencontre entre Lior Refaelov qui appelle un sursaut du vestiaire et d'un autre côté Felice Mazzou qui finalement est dans son rôle et qui a protégé ses joueurs. François, tu connais bien Felice. Est-ce que tu penses que chez lui il y a deux discours, un devant les médias et l'autre dans le vestiaire où il était un peu plus vindicatif? Oui, je pense, et comme j'en parlais avec Christophe, je pense que Felice Mazzou ne démolira jamais un de ses joueurs devant la presse, devant le public. On l'a vraiment bien remarqué la saison dernière. L'exemple le plus frappant, c'était vraiment avec Dante Van Zer, qui avait été exclu à Charleroi pour un mauvais geste. Et contre vents et marées, il l'a défendu, même face à nous, à la presse. Mazzou trouvait qu'on en avait fait un peu trop. Il n'avait pas hésité à le dire. Il avait même remis en avant Van Zer. Il l'avait titularisé directement pour vraiment montrer qu'il avait confiance en lui. Et clairement, voilà, ça c'est du Mazzou. C'est vraiment la gestion humaine. Après, les joueurs nous disaient aussi que parfois ça pouvait gueuler à certaines pauses de match à la mi-temps dans le vestiaire. Les vestiaires pouvaient parfois trembler. Voilà, ça c'est vraiment les deux facettes de Mazzou, mais ça ne tremblera jamais face à la presse et voilà en dehors du vestiaire. Très vite, dernier tour de table avant de passer à l'Union. Déplacement sur le terrain du Steaua Bucarest qui sont bons, les années 80, puis réception de Courtrai. Est-ce que cet enchaînement peut être fatal à Felice Mazzou, Stéphane ? Moi, je pense pas encore, parce que je pense que la direction qui a quand même viré Vincent Kompany pour le choisir va prendre son temps avant d'éventuellement prendre une décision radicale. Ce serait se dédire elle-même quand même. François ? Moi, je pense pas et j'espère pas, parce que je trouve que ce serait un peu dur pour Mazzou de revivre un peu un Genk bis, même si les circonstances sont différentes, mais je ne pense pas non plus. Fred ? Je pense pas, pour les mêmes raisons que Steph, parce que c'est un choix de la direction et que ce serait un échec de la direction. Christophe, on verra si Wouter van den Hout a plus de patience. Oui, mais c'est pas quelqu'un de patient, hein. C'est vraiment pas. Dans la vie et dans son travail, tous ceux qui ont travaillé avec lui pourront vous le dire. Mais évidemment, ici, c'est plus que de la patience. Il se décrédibiliserait, parce qu'il faut savoir, c'est le président, mais c'est un président employé, salarié de Marco, qui est du reste du commissaire d'administration. Donc maintenant dire au bout de 2 mois, 3 mois, j'ai viré une légende du club pour mettre Mazzou, mais je me suis gouré, je le vire. Déjà, ça coûte de l'argent. Et puis alors là, aux yeux du conseil d'administration, parce qu'il a été pris aussi pour sa connaissance du football. Et là, ce serait une grosse erreur. Et puis, je veux dire, c'est quand même l'ironie du sort. Mazzou a été élu coach de l'année, trophée Guitez. Il a reçu le trophée Goutal. Je veux dire, il y aurait d'autres trophées, il les aurait gagnés aussi. Et voilà, donc ça peut pas être lui l'unique problème, etc. Donc il y a aussi du recrutement qui est le problème. Je crois que c'est tout le club qui doit se remettre en question. Et la saison n'est pas terminée, elle n'est pas foutue, mais il faudra que ça aille vite. Et je crois quand même que pour Mazzou, malgré ce que je viens de dire, il vaut mieux pas qu'il soit battu les 2 fois, jeudi et dimanche. Très bien. Avant les 15 jours de pause. Après le Sporting d'Anderlecht, on passe à l'Union Saint-Gilloise. À quand la régularité, Stéphane et François ? Parce qu'on se rend compte que cette équipe, après un exploit, derrière, retombe dans ses travers. Elle a du mal finalement à enchaîner cette Union depuis le début de la saison, François. Elle a du mal à enchaîner après des exploits. Après, comme on l'avait écrit, on peut pas dire que c'était exactement les mêmes rencontres. Après la victoire contre Glasgow au match aller, on n'avait pas reconnu l'Union sur le terrain de Malines. Après la victoire contre Anderlecht, ils étaient tombés sur l'Antwerp qui était quand même fameusement solide. Ils ont joué à 10 pendant quasiment 1 heure, si je dis pas de bêtises. Ici, l'Union méritait mieux. Clairement, l'Union méritait au moins 1 point, voire même 3, vu la prestation. Mais il y a ce problème de la régularité qu'il va falloir régler, parce que quand on regarde le calendrier qui arrive ici dans le mois d'octobre et jusqu'à la Coupe du Monde, ça va s'enchaîner. Les gros matchs vont s'enchaîner, que ça soit
en Europa League mais aussi en championnat où ils doivent jouer contre Bruges, contre la Gantoise, donc des gros matchs. Donc il va falloir trouver cette régularité parce que sinon l'Union aura des difficultés à faire partie du top 8. Stéphane, pour essayer de l'atteindre, Karel Gerhardt n'avait pas changé son 11 de base, c'était la même équipe qu'à Berlin, mais ça n'a pas tenu aussi. On sent que physiquement il y en a certains qui commencent à tirer la langue, à commencer par Newcope qui s'est blessé à la cuisse. Voilà, ça m'a un peu surpris qu'il fasse ce choix. À mes yeux, c'est peut-être une petite erreur de coaching d'un jeune coach. Il a voulu récompenser l'équipe qui a fait un super match à Berlin, il n'y a rien à dire, mais non seulement c'était 3 jours après, mais c'était leur 4e match en 12 jours. C'est facile de faire l'analyse après, mais François pourra témoigner, on en a discuté avant, qu'on a vu le même 11, on s'est dit, il prend des risques. On a discuté, on a parlé de Newco, je me dis, c'est son 4e match. Pas de chance pour Karel Gerhardt. Guillaume François, son remplaçant, était suspendu. Est-ce qu'il l'aurait titularisé s'il n'avait pas été là? Et voilà, Newcope se blesse après 20 minutes. C'est un exemple typique d'un joueur qui a un poste très énergivore dans ce 3-5-2, avec qui on a pris un risque. Finalement, est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Et je pense aussi que certains joueurs vont peut-être commencer à la trouver saumâtre si eux ils sont systématiquement remplaçants, et que d'autres, même s'ils ne performent pas, on pense forcément à Dante Van Zer, eux restent titulaires. Il fallait voir la tête de Victor Boniface quand on lui a demandé de sortir et qu'il a compris c'est moi qui sors. Vraiment, il n'a pas fait d'esclandre, mais son langage corporel était très parlant. Il y a un choix de Karel Gerhardt. Je pense qu'ici c'était pas le bon. Christophe, faut pas minimiser ce qu'ils ont fait. L'Union de Berlin est quand même leader de Bundesliga, ça c'est dit. Mais c'est vrai que à l'Union, va falloir gérer aussi cette concurrence en plus de l'enchaînement des rencontres. Parce que c'est vrai que l'année dernière, Undav, Van Zer étaient intouchables. Cette année, c'est pas le cas. Van Zer, de par ses performances, il est forcément en danger. Mais il y a en tout cas beaucoup de variétés possibles dans le groupe, notamment en attaque. Mais je pense les coachs ils réfléchissent souvent en termes de semaines quand ils jouent comme ça sur plusieurs tableaux. Et ils regardent, ils se disent quel est le match où je dois gagner, quel est le match où je peux peut-être un peu faire tourner. Et j'ai l'impression que cette semaine, finalement, c'est peut-être Molde qui était le match. Malmö. Pas dire Malmö, pardon, je passe à Molde, je suis encore à Gand de la semaine passée, Malmö. Et c'est peut-être le match un peu le moins important. Ils voient ici le classement. C'est Genk, c'est une grosse équipe. Il se dit peut-être que contre Malmö, je pourrais faire tourner 2-3 postes. De toute façon, il va être finalement sans doute obligé. Mais je crois qu'il s'est dit. Je vais encore ce match-là et puis Malmö, une petite pause, faire tourner un peu en se disant lancer un nouveau en Coupe d'Europe avec ce parfum d'Europe, cette envie de se montrer, cette hymne de l'Europa League, ça va peut-être faire la différence. Donc vous disiez que vous n'avez pas compris qu'ils mettaient le même de 11. Moi, je me dis, tiens, je le comprends. Après, est-ce que c'était un bon choix? Peut-être pas, finalement, même s'ils ont fait, l'Union fait un bon match. Moi, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, hormis Newcope, qui, du coup, à voir s'il sera apte ou pas, mais j'ai pas l'impression que Gerhardt va faire reposer 2-3 joueurs contre Malmö, peut-être plus contre Penn, dans la foulée. Mais ici, ça reste quand même un match important parce que Malmö a perdu son premier match, parce que l'Union a gagné son premier match. S'ils battent ici Malmö, ou même s'ils prennent un point, voilà, c'est déjà un grand pas vers peut-être, en tout cas, le top 3 de ce groupe. Donc, je sais, mais faut quand même juste pas oublier que la Coupe d'Europe, ça reste une petite cerise sur leur gâteau. Cette saison, c'est chouette à jouer, ça fait de l'argent et tout, mais ça s'arrêtera tôt ou tard, le plus tard possible, on l'espère. Mais je veux dire, c'est pas un objectif d'aller gagner l'Europa League pour l'Union. Non. Et donc, ils doivent pas. Ils voient, on en parlait plus tôt dans la saison, ils voient que tout le monde prend des points contre tout le monde, etc. Il n'y a pas de relégation évidemment pour l'Union, mais pour les playoffs, ça se joue vite. On arrive au quart du championnat, l'air de rien, ça s'enchaîne à une vitesse folle. Donc, ça ne m'étonne pas pour moi qu'il ait vraiment misé, se dire, Genk, c'est vraiment important. Après, c'est toujours le même discours. Finalement, a priori, on sait que l'Union ne va pas finir dans le top 3. Donc, peut-être que la 4e place sera la meilleure. Mais donc, ils sont en train de se battre pour cette 4e place qui va leur rapporter quoi? Finalement, ceux qui sont en train de jouer. Et donc, voilà, on met peut-être de côté ceux qui sont en train de jouer pour aller chercher une place qui est finalement peut-être la même que ce qu'ils ont cette saison. Donc voilà, on rentre aussi dans quelque chose de... Plus on fait ce genre de championnat, plus l'argent arrive, plus on sait étoffer son noyau, comme Bruges d'ailleurs le fait à un autre niveau, et plus alors on sait digérer ce c'est une manière rythme. d'enclencher un cercle vertueux. Et cette semaine nordique finalement au Kerveg et puis à Molde a tout quand même pour un petit peu mesurer la croissance de l'Union qu'on surveillera naturellement très vite dans un prochain épisode du Décrassage. À bientôt, salut. DH Football Club, le décrassage.